J'avais 14 ans à l'époque, 14 ans, sans aucun souci, on pouvait avoir le 49.9, il n'y avait pas de problème. Bonjour et bienvenue sur Icônes en silence, le lieu sacré où les projecteurs s'éteignent pour que les vérités, trop longtemps tues, puissent enfin respirer. Aujourd'hui, nous allons fissurer l'image d'un homme que 30 ans de télévision ont rendu intouchable. Il est plus qu'un animateur, il est une habitude, un repère, presque un membre de la famille. Le visage familier qui rythme les déjeuners de la France, dans un pays en quête de réconfort. Jean-Luc Reichmann. Son nom est synonyme de succès, son sourire une promesse de divertissement, sa présence un baume quotidien pour des millions de spectateurs. Il est le gendre idéal, l'ami public, le soleil de midi qui ne connaît aucun nuage. Une carrière sans faute, une vie qui semble bénie des dieux. Une icône de la proximité qui a transformé la simplicité en or. Mais que se passe-t-il lorsque le soleil lui-même cache des zones d'ombre terrifiantes? Que se passe-t-il lorsque la façade, si parfaite, si lisse, menace de s'effondrer sous le poids d'un passé que l'on croyait enfoui? Car l'histoire que nous allons raconter ce soir n'est pas celle que vous croyez. C'est une histoire de silence, de douleur et de survie. À l'aube de ses 65 ans, l'homme derrière l'icône a finalement décidé de parler, de révéler, non pas une, mais 2 biquiches fondatrices, 2 drames absolus, 2 moments où tout a basculé et qui ont, littéralement, failli lui prendre la vie. Comment cet homme, incarnation de la joie de vivre, a-t-il pu regarder la mort en face, pas une fois, mais 2? Et quelle est cette autre blessure, plus secrète, plus intime, une blessure infligée non pas par le hasard, mais par la cruauté des hommes, qu'il a dû porter comme un fardeau des décennies durant? Qui lui a volé son insouciance? L'industrie qui l'a fait roi a-t-elle aussi tenté de le briser, de le façonner, au point de nier qui il était? Oubliez l'animateur des 12 coups de midi. Ce soir, Icônes en silence vous raconte le combat que personne n'a vu. L'histoire d'un homme qui a dû affronter l'indifférence du destin et le mépris de ses pairs pour avoir le droit, enfin, d'être lui-même. Car, avant d'être l'empereur incontesté de midi, Jean-Luc Reichmann a dû bâtir son royaume. Il l'a fait avec une patience infinie et une arme de séduction massive, son apparente normalité. Il n'était pas le plus beau, ni le plus distant. Il était l'un des nôtres. Il a conquis le cœur des Français, échelon après échelon, d'abord par la voix, puis par le visage. L'homme des amours, le complice des 12 coups de midi. Il n'a pas seulement animé des émissions, il a créé des rendez-vous, des rituels. Il est devenu cette figure que le public a construite et qu'il désirait. L'idole nationale, le gendre parfait, l'incarnation de la France qui gagne sans écraser. Chaque apparition, chaque émission était perçue comme un baume sur le cynisme ambiant, une garantie que tout irait bien. Sa popularité n'était pas un feu de paille, elle était une fondation, une certitude. Le public voyait en lui un miroir de ses propres aspirations, un homme simple qui avait réussi, un homme bon. Mais cette image, si lumineuse, si parfaite, était aussi une cage dorée. Pendant que des millions de personnes voyaient en lui l'ami idéal, l'homme sans faille, lui continuait de mener un combat intérieur. Un combat invisible, car pour en arriver là, pour simplement avoir le droit d'être à l'antenne, il avait dû accepter l'inacceptable. Il avait dû se plier aux diktats d'une industrie qui chérit la perfection et qui ne pardonne aucune différence. Le sourire qu'il offrait à la France était sincère, mais il était aussi un masque poli par la souffrance, un bouclier forgé dans le silence de ses premières blessures. Pendant que la France riait avec lui, lui se battait encore contre ses propres démons. La première biquiche n'a pas de date, pas d'heure, elle est née avec lui. C'est une ombre qui s'est posée sur son visage dès le premier jour. Une marque que la médecine appelle un angiome, mais que la cruauté de l'enfance va transformer en stigmate. Car, avant d'être Jean-Luc Reichmann, il a été, pour les autres, simplement la tâche. T'as une tâche, pistache.
Les mots sont enfantins, mais la blessure est profonde, elle est fondatrice. C'est la première épreuve, la première confrontation au regard de l'autre, ce miroir impitoyable qui vous définit avant même que vous n'ayez pu dire un mot. Cette tâche, ce n'est pas seulement une différence physique, c'est un drame psychologique permanent. C'est l'humiliation silencieuse dans la cour de récréation, c'est le doute constant, c'est la conviction intime, terrifiante, qu'on est indigne d'être aimé, indigne d'être regardé. C'est la première mort. La mort sociale. Le jeune Jean-Luc apprend alors à se cacher, non pas physiquement, mais mentalement. Il développe une armure, cette joie de vivre, cette exubérance, qui n'est pas feinte, mais qui est aussi une arme de défense. Une façon de dire, regardez mon énergie, n'écoutez pas ma blessure. Mais le système, l'industrie du divertissement qu'il rêve de conquérir, est encore plus cruel qu'une cour d'école. Quand il arrive à Paris, plein d'ambition, cette tâche devient son véritable ennemi. On ne lui parle pas de son talent, on ne lui parle que de ça. Les directeurs de casting, les producteurs, ces hommes en costume qui décident des destins, sont formels. Avec ça sur le nez, Jean-Luc, vous n'irez nulle part. Vous ne ferez jamais de télévision. Cachez-moi ça. Alors commence la deuxième humiliation. L'exploitation. La perte de soi. Pour avoir le droit d'exister à l'écran, il doit s'effacer, il doit se plier. On le force à porter des couches épaisses de maquillage, un fond de teint pâteux, infâme, qui doit dissimuler ce que l'on ne veut pas voir. Chaque matin, avant chaque émission, c'est le même rituel de négation. On lui vole son visage, on lui vole son identité. Il devient un produit acceptable, une image lissée, conforme aux standards d'une époque qui ne supporte pas l'imperfection. Il sourit à la caméra, mais derrière le phare, sa peau et son âme étouffent. C'est une mort professionnelle, une mort artistique. Il est là, mais ce n'est pas lui. Et puis, il y a l'autre Bikitch, la brutale, celle qui ne prévient pas. Nous sommes en 1984. Jean-Luc a 24 ans. Il n'est pas encore l'icône. Il n'est qu'un jeune homme plein de vie, qui roule à moto sur une route de campagne. Et soudain, c'est le choc. La violence pure. Une voiture le percute de plein fouet. Son corps est projeté, brisé. Le diagnostic est terrible. Polytraumatisé, la rate éclatée, de multiples fractures. Mais le pire, c'est le silence. Le cerveau, pour se protéger de l'insupportable, s'éteint. Jean-Luc Reichmann tombe dans un coma profond. Pendant 18 jours, il est suspendu entre deux mondes. 18 jours où la France, qui ne le connaît pas encore, ignore qu'un de ses futurs soleils est en train de s'éteindre. Sa famille est à son chevet, retenant son souffle, attendant un signe, un battement de cils, dans le silence aseptisé de la réanimation. Les médecins sont réservés. Le pronostic vital est engagé. C'est la mort physique, cette fois, qui lui fait face. Quand il émerge enfin de cette nuit, après ses 18 jours de vide absolu, il n'est plus le même. La douleur est partout. Son corps n'est qu'une collection de souffrances. On lui a retiré la rate. Il doit tout réapprendre. Il doit réapprendre à s'asseoir, réapprendre à se tenir debout. Et surtout, il doit réapprendre à marcher. Chaque pas est une victoire contre la fatalité. Cette épreuve, ce flirt macabre avec la mort, aurait pu le détruire. Elle va le sauver. Elle va lui donner la force d'affronter l'autre Bikitch, la psychologique. Car lorsqu'on a frôlé la fin, la vraie, la peur du regard des autres semble soudain dérisoire. La peur de perdre un contrat, la peur de déplaire à un producteur, tout cela n'est plus rien face à la chance inouïe d'être en vie. Le jeune homme qui se relève de son lit d'hôpital n'est plus le même que celui qui s'y était couché. Il a compris que sa plus grande force, ce n'était pas son sourire, mais ses cicatrices. La renaissance physique, après l'accident, a planté une graine de défi. Jean-Luc Reichmann est revenu à la vie, et il est revenu à la télévision. Mais le système, lui, n'avait pas changé.
On l'attendait de nouveau dans la loge maquillage, avec les mêmes fonds de teint, les mêmes éponges, les mêmes mensonges. On voulait qu'il redevienne l'homme d'avant, l'homme sans tache, mais l'homme d'avant était mort sur cette route de campagne. Il a continué, pendant un temps, par habitude, par peur, peut-être, la peur de tout perdre, après avoir failli tout perdre. Mais le malaise grandissait. Chaque coup de pinceau sur son visage était une insulte à sa survie. Chaque matin, en se regardant dans le miroir, il voyait l'homme qui avait survécu au coma, être effacé par l'homme qui avait peur des directeurs de production. C'était devenu insupportable. Le silence, ce n'était plus seulement le regard des autres. C'était sa propre complicité. Et puis, un matin, le silence s'est rompu. Il n'y a pas eu de grand discours, pas de conférence de presse, juste un acte, simple et définitif. Il est arrivé sur le plateau, comme tous les jours. Il est entré dans sa loge, et il a regardé le pot de maquillage. Il a regardé l'éponge, et il a dit non. Non, pas à la maquilleuse, mais à lui-même. Non au système qui l'avait nié. Il est sorti de sa loge. Sans phare, son visage nu pour la première fois. Il s'avança vers le plateau sous les lumières crues. Un silence se fit. Les techniciens levèrent dans les yeux. Les producteurs, dans la régie, durent netâter s'étouffer avec leur café. C'était un acte de rébellion pure. Un défi lancé, non pas avec colère, mais avec une force tranquille. La force de celui qui n'a plus rien à perdre, parce qu'il a déjà failli mourir. Un responsable s'approcha, paniqué. « Jean-Luc, votre maquillage, on ne peut pas tourner comme ça. » Et c'est là, dans ce moment de tension extrême, que Reichmann a enfin parlé. Il n'a pas nommé une personne, ni deux. Il a nommé le système. Il a regardé le producteur, l'incarnation de cette industrie qu'il avait forcé à se cacher. Et il a dit calmement, « C'est ça, c'est mon visage. C'est ce visage-là qui a failli mourir. Et c'est ce visage-là qui animera l'émission aujourd'hui. C'est ça, ou c'est rien. » Ce fut sa libération. Ce jour-là, l'industrie a dû faire un choix. Miser sur le talent d'un homme vrai, ou garder ses règles absurdes et perdre l'animateur qui commençait à séduire la France. L'industrie a cédé. Le public, lui, a non seulement accepté, mais il a adoré. Cette tâche que l'on avait voulu effacer est devenue sa signature, sa force. En brisant le silence, il n'avait pas seulement sauvé son âme. Il avait ouvert la porte à tous ceux qui étaient différents. L'histoire de Jean-Luc Reichmann n'est pas seulement l'histoire d'un homme ou d'une cicatrice. C'est un rappel brutal, un miroir tendu à une industrie et à nous-mêmes. Derrière chaque icône, derrière chaque sourire figé pour la caméra, il y a un être humain. Un être avec ses failles, ses doutes et ses propres batailles silencieuses. Son parcours nous interroge sur le prix que nous exigeons de ceux que nous admirons. Quelle est cette obsession de la perfection qui pousse l'industrie du divertissement à vouloir lisser, effacer et nier tout ce qui est différent? Combien d'autres talents, combien d'autres voix ont été brisés ou réduits au silence, simplement parce qu'ils ne rentraient pas dans le moule? Et si, au lieu de leur demander de cacher leurs blessures, nous les avions célébrés comme des preuves de leur humanité? Sommes-nous enfin prêts, en tant que public, à écouter, avant que les lumières ne s'éteignent pour de bon? L'histoire de Jean-Luc Reichmann est celle d'un homme qui a dû frôler la mort physique pour trouver la force de refuser la mort psychologique que le système lui imposait. Il est le symbole de ces voix oubliées, de tous ces artistes que l'on a forcés à porter un masque pour avoir le droit d'exister. Aujourd'hui, l'homme au visage nu n'est plus seulement un animateur, il est un message d'espoir pour tous ceux qui luttent dans l'ombre. Comme il l'a lui-même résumé bien des années plus tard, dans une phrase qui résonne comme une victoire définitive. On a voulu faire de ma différence une faiblesse. J'en ai fait ma plus grande force. Je n'avais pas besoin qu'ils me pardonnent d'être moi. J'avais besoin de me pardonner à moi-même d'avoir voulu leur plaire.